la part de nos dirigeants. Des mots qui sonnent bien, mais qui n'ont mené à aucune action. Nos espoirs et nos rêves sont noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses. Greta Thunberg. Pas de justice climatique sans justice sociale. Quels que soient les pays, les populations les plus précaires sont toujours les premières victimes des dérèglements climatiques. La solidarité et la coopération sont essentielles pour répondre à ces défis et créer une transition écologique, sociale et équitable. Ainsi, les premiers contributeurs doivent être ceux dont les profits et impacts climatiques sont les plus importants. Ce que nous devons absolument préserver, c'est l'hospitalité de la planète pour les plus vulnérables d'entre nous. Ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus des dégradations de l'environnement. C'est l'économiste Éloi Laurent, économiste à l'OFCE, qui nous le dit. Il est encore temps d'agir. Si nous ne changeons pas de toute urgence notre mode de vie, nous mettrons en danger la vie elle-même. Et là, c'est Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui le dit. Encore du blabla, toujours du blabla. Il est trop tard pour ne plus avoir d'espoir. Oui, il faut continuer à avoir de l'espoir, parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Et donc je vous remercie tous d'être présents et de voir toutes les associations, les organisations, les citoyens qui seront là pour le dire, aujourd'hui sous le soleil. En novembre, les dirigeants mondiaux se sont réunis à Glasgow pour des négociations sur le climat, afin de discuter de notre avenir. Que s'est-il passé depuis? Rien. Bien que nous avons une guerre quelque part qui nous rappelle notre dépendance à différentes énergies, notre manque d'autonomie. Donc voilà, je vous remercie. Merci d'être là pour le climat, merci d'être là pour nos enfants, pour les générations futures, leur permettre d'avoir un lendemain, d'avoir un futur. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, il se trouve qu'on est 1000 fois plus nombreux parce que maintenant on est associations et syndicats regroupés. Non, je remercie tous ceux qui sont là parce que c'est vrai qu'avec la dose de traumatisme successif que nous nous sommes pris sur la tête, on est un petit peu tous encore bien abasourdis par tout ça. Une fois qu'on allait sortir de là, la guerre est arrivée par-dessus et tout le monde n'arrive plus à agir, ce qui est normal après une telle dose. Donc certes, le climat, c'est pas ce qui mobilise actuellement, sauf qu'on est à un mois d'échéance importante. Et du coup, on a pris l'optique, après Urgence Climaland, en même temps qu'Urgence Climaland depuis 4-5 ans, il n'y a plus jamais ça qui s'est créé au niveau national, avec regroupement, Greenpeace, Amis de la Terre, Oxfam, Confédération Paysanne, le démarrage c'était cela, Alternativa, et puis j'en oublie forcément, et les syndicats, CGT, Solidaire, FSU, la convergence des services publics, qui se sont associés. Et du coup, on espère faire plus de force en étant avec les syndicats parce que aujourd'hui, on ne fera la bifurcation qu'en créant des emplois. C'est la seule motivation. La motivation qui doit nous pousser, c'est le fait que la bifurcation va créer bien plus d'emplois et des emplois localement et des emplois bien payés, bien plus que ceux qui sont actuellement bradés. On nous sort des chiffres du chômage aujourd'hui qui sont totalement faux, puisqu'en fait, c'est les gens qui ont quitté Pôle emploi parce qu'ils sont poursuivis maintenant, qui quittent Pôle emploi. Il y a, je crois, 53 000 personnes ce mois-ci là, qui ont quitté Pôle emploi. Donc il n'y a pas de baisse du chômage, il y a juste baisse de chômeurs. Je passe maintenant la parole, je vais la reprendre après, parce qu'en fait, là, je présentais juste plus jamais ça, normalement. Donc je passe la parole à Carlos qui va se présenter. Alors, Carlos de la CGT Éducation des Landes. Alors ici pour la CGT, donc pour mettre en relation, comme l'indique le titre de la manifestation, donc c'est changeons le système, pas le climat, et en tenir compte bien sûr de la justice sociale, puisque ça ne se fera pas sans justice sociale, ce changement de climat. Alors, on ne peut améliorer le système à la marge. Une écologie anticapitaliste sera en mesure de sauver la planète. Ces dernières années, la jeunesse et les mouvements climat ont montré la nécessité d'en finir avec un système qui nous mène à la catastrophe. Nous en sommes là, avec le Covid, maintenant avec la guerre et toutes les autres conséquences qui nous tombent dessus. Il est incontestable que la crise climatique est déjà là. Dôme de chaleur au Canada,
Incendies à répétition en Algérie, en Grèce, en Australie, sécheresse à Madagascar. Il y a urgence à porter un programme à la hauteur des enjeux. Il est devenu nécessaire de défendre l'expropriation des secteurs stratégiques de l'énergie ou des transports. Il faut qu'on se les réapproprie. Il faut les faire sortir du capitalisme. Ces secteurs doivent être arrachés au marché et réorientés vers une société au service de l'écologie. Les capitalistes et le système en place ne le feront pas. Total connaît depuis 1971 l'impact de ses activités sur l'environnement. Et aujourd'hui, Total lance un nouveau pipeline en Ouganda. Ils n'arrêteront jamais la machine à profit, car elle seule compte à leurs yeux. Le seul moyen de faire tourner l'économie différemment, c'est de mettre sous contrôle des travailleurs les grands moyens de production. L'expropriation de ces secteurs est la condition pour mettre en place une économie planifiée au service des besoins de toutes et de tous, et pas d'une minorité. Parler d'écologie sans parler du contrôle collectif et démocratique de ce que nous produisons n'a pas d'efficacité ni de sens. La crise écologique ne s'arrête pas aux frontières. Seuls les travailleurs contrôlant les grands moyens de production pourront montrer le chemin à prendre au niveau national et international pour protéger notre bien le plus précieux, la nature, notre planète. Moi, je voudrais intervenir sur notre terrible sentiment d'impuissance et dire qu'en fait, on a trois sortes de pouvoirs. Le premier, c'est de voter pour un changement de système. Celui-là, on a un mois. Et pour qu'on bifurque réellement. Le deuxième pouvoir que nous avons, c'est celui de consommer. Comme disait Coluche, quand on pense que si on n'achetait pas ce qu'ils vendent, ils ne pourraient plus le vendre, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est forcément lié à la justice sociale, puisque des gens qui n'ont pas un salaire décent ont beaucoup de mal à consommer local et à consommer alternatif et à éviter de consommer des produits qui arrivent de Chine. On accuse tout le temps la Chine de pollution, sauf que c'est nos usines qui sont là-bas, c'est pas forcément des usines chinoises, la majorité c'est les nôtres. Et donc relocaliser, c'est la troisième piste, c'est s'allier, tous se mettre en collectif pour essayer de soutenir, ce qui est l'objectif de Plus Jamais Ça, de soutenir les relocalisations, les employés qui reprennent leurs entreprises, essayer de soutenir dans notre région toutes les luttes contre les grands projets inutiles, la zone de Mimizan là, qui va se faire, les grands projets de loisirs, la vague de casse-tête, tous ces projets qu'on vous a présentés dans le tract, et surtout pousser au service public. Si nous, on n'utilise pas, aujourd'hui on n'a plus de guichets nulle part, parce qu'aussi on ne les utilise pas, on a tous sauté sur Internet, parce que c'est la grande richesse de ce système capitaliste. Il nous fait croire qu'on peut avoir tout plus pratique, tout plus rapide et tout moins cher. Et du coup, on tombe tous dedans parce qu'on se dit, bah oui, c'est plus pratique, ça va plus vite, c'est moins cher. Et puis le jour où on a besoin d'un individu au bout du fil, on n'a plus personne parce qu'on est un cas particulier, on sera tous à un moment ou à un autre des cas particuliers qui ne rentreront pas dans le formulaire d'Internet. D'autant plus que c'est ce que j'ai mis derrière, là, Internet, il y a la partie émergée et la partie immergée. Internet est une catastrophe écologique terrifiante et il faut absolument qu'on sorte au moins de tout le numérique pas utile. Quand je fais une réunion de profs et que je vois 30 ordinateurs allumés pour éviter la photocopie sur laquelle on aurait travaillé, j'ai envie de pleurer. Parce que les ordinateurs, il n'y a rien de plus polluant que ça. Surtout l'extraction des minerais et les produits chimiques pour extraire les minerais, on en est aujourd'hui par moment à 7000 tonnes de terre pour 1 gramme de minerais. Et on creuse partout. Et l'Ukraine est l'endroit qui possède la deuxième richesse en minerais après la République démocratique du Congo dans le monde pour, je ne sais plus combien de minerais, mais le titane, le manganèse, l'uranium, premier producteur d'uranium mondial, l'Ukraine. Donc c'est un problème écologique qui est en train de se passer là. C'est-à-dire la Russie veut récupérer des ressources et l'Europe ne veut pas laisser tomber l'Ukraine parce que c'est un gros pays de ressources aussi. Donc on est toujours dans le même système. Les technologies vertes
sont en train de nous faire croire qu'on peut continuer à surconsommer pareil et avec une autre technologie. Sauf que ces technologies vertes, elles ont toutes besoin de ressources naturelles très très dures à extraire. Que ce soit les voitures, les panneaux solaires, les éoliennes, on ne peut faire ça que si on réduit énormément la consommation. D'ailleurs, le gouvernement nous a engagés à réduire notre gaz. Donc allons-y, mais réduisons tout le reste au maximum, autant que possible. Notre but ici, en fait, on n'est pas dans une manifestation revendicative, on est dans une manifestation d'information. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'arriver à donner de l'information à chacun, puisque nous n'avons plus la possibilité de nous informer auprès des médias, qui sont tous maintenant dans le même système, quasiment tous rachetés par Bolloré. Il y a d'ailleurs un collectif Stop Bolloré qui est en train de se monter pour parler journalistes. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance dans ce qui nous est dit dans les médias. On n'a plus qu'une solution, c'est l'information entre nous, par la rue, en communiquant autour de nous. Et c'est pas forcément par Internet qu'on va y arriver. Nous n'attendrons pas 5 ans de plus, j'espère. Et je voulais aussi ajouter un autre élément, c'est sur la ruse du recyclage. On s'est un petit peu tous fait berner par le recyclage, puisque c'était en fait le slogan, continuez de consommer, on s'occupe du reste. Bon. Et on s'est tous retrouvés à se dire, c'est bon, j'ai une solution à mes déchets, alors qu'en fait la solution c'est de ne pas en faire, d'essayer au maximum qu'il nous reste une brique de lait, parce que c'est peut-être compliqué, même si maintenant il y a des camions de vrac qui font des bouteilles de verre, notamment Marilou part en vrac, qui fait des bouteilles de verre. Il y a plein de structures, vous verrez. Il y a un petit annuaire des acteurs locaux qui donne une partie de ses adresses, mais pas toutes, vous en connaissez aussi. Mais les camions de vrac, les producteurs locaux, quand on a eu le confinement, les producteurs locaux, heureusement qu'ils ont été là. Et là, c'était pratique, ils étaient sûrs de nous trouver à la maison, donc c'était facile à faire. Et sauf que c'est un peu retombé derrière, parce que les supermarchés ont repris leur route. Et donc oui, il y a une information. Le recyclage, en fait, par exemple en France, on consomme 2 millions de tonnes de plastique, ça c'était avant les masques évidemment, 2 millions de tonnes de plastique, avant les masques et les tests, 2 millions de tonnes de plastique par an, et on en recycle en France 7000 tonnes. Et encore, l'usine est plus ou moins en faillite parce qu'il n'y a pas d'aide aux petites entreprises. Les aides, c'est seulement pour les multinationales, le quoi qu'il en coûte et tout ça. Et donc, nos bouteilles en plastique, elles repartent en Asie. Nos téléphones, quand ils ne sont pas reconditionnés en France, ils partent se faire reconditionner en Asie. Donc, en fait, on aboutit à se faire piéger par cette logique du recyclage. Il y a un livre qui s'appelle le recyclage, le grand enfumage, que je vous conseille. Et je vous conseille aussi un film qui s'appelle Tout s'accélère, qui a été fait avec des enfants qui, eux, ont des remarques super logiques sur ce qu'il faudrait qu'on fasse et qui est vraiment super bien fait. Également, oui, le mercredi, là, donc Haribey viendra nous présenter le capitalovirus. Et on est dans une... il faut absolument qu'on sorte de cette logique du capitalovirus, parce qu'en fait, même si on ralentit le train avec la croissance verte, on va quand même dans le mur. C'est juste une histoire de quelques années. Là, il faut vraiment qu'on saute de train, qu'on passe sur un TER d'urgence et qu'on se mette à réexiger des services publics. Et notre vote va peut-être pouvoir permettre ça. Bon, j'espère que j'ai rien oublié de ce que j'avais envie de vous dire. Donc le pouvoir de sa propre consommation, ne l'oublions pas. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous. Alors, vous voyez, je me tiens en dessous d'un bandeau. Soutien au peuple ukrainien. C'est bien de soutenir le peuple ukrainien. Il faut quand même savoir que c'est nous qui finançons actuellement la Russie. Les 27 pays de l'Union européenne dépensent chaque jour 700 millions de dollars en achat de pétrole et de gaz. Depuis des années, nos gouvernants nous ont rendus dépendants de psychopathes à la Poutine ou de psychopathes à la Ben Salman en Arabie Saoudite. Je voudrais vous lire un texte qui est fait par un Français qui habite à Budapest, qui est décroissant et écolo.
Je suis d'autant plus fatigué que cela était aussi prévisible que prévu. Bien sûr, pas exactement dans sa forme actuelle, mais dans ses grandes lignes. Nous avons construit des monstres à travers de modes de vie dépendants de ressources puisées loin de chez nous, exigeant l'exploitation d'autres populations, des États qui nous fournissent ces ressources, et c'est le résultat de notre paresse intellectuelle, de notre cécité volontaire. Don't look up. Et pourtant, ce n'est pas la faute d'avoir alerté. La guerre est et a toujours été le résultat de notre arrogance, notre orgueil, notre volonté de faire, d'avoir, de compter toujours plus dans cette société de croissance qui nous pousse à produire toujours davantage pour consommer sans répit. Ce qui entraîne des pressions, des tensions sur toutes les matières premières et sur tous les territoires. En premier lieu, mais pas seulement, la question centrale des énergies et des énergies fossiles dont nous dépendons à plus de 80%. Si on suit l'histoire du pétrole, on suit finalement la grande histoire de la géopolitique de ces dernières décennies. Et la décennie 2000 est un exemple effarant de nos appétits insatiables. La succession de guerres impérialistes et illégales, où les cartes des conflits coïncident avec celles des ressources d'énergie fossile ou de matières premières, ou encore des routes de livraison d'hydrocarbures. Nous nous retrouvons de nouveau face à cette folie meurtrière émanant d'un pays dont nos économies, notre croissance, nos consommations, notre mode de vie dépendent. Ces énergies concentrées nous permettent de manger. Je rappelle quand même que les engrais, la grande majorité des engrais, c'est du pétrole. Nous mangeons du pétrole, il faut quand même le savoir. De nous déplacer, de nous rencontrer, de nous soigner. Notre addiction aux énergies fossiles nous a permis de décupler nos désirs en nous maintenant dans une illusion de toute puissance. Et cette illusion a un coût, celui de la guerre. Chaque geste de notre consommation ordinaire est devenu un soutien économique à la volonté belliqueuse d'un régime ou de plusieurs régimes, puisqu'il n'y a pas que la Russie. Et ces derniers jours, on a entendu plusieurs dirigeants politiques nous dire qu'il faudra peut-être se serrer la ceinture et apprendre à se passer de gaz et de pétrole russe. Pourquoi pas de pétrole saoudien d'ailleurs. Et on commence à parler de sobriété. Alors je terminerai. Et voilà ce que dit cet auteur décroissant sur la sobriété. Les timides appels à la sobriété en termes uniquement de gaz et de pétrole, sans une remise en question du système dominant et des inégalités qu'il a engendrées, sont des appels au dénuement. Sans questionner les inégalités ni notre système économique, ils ne feront qu'empirer les souffrances sociales sans s'attaquer au péril écologique. Sobriété dans une société de croissance n'est que récession. La décroissance ne consiste pas à faire la même chose avec moins, parce que ça, c'est la récession, et on en connaît ces mots. Celle qui appauvrit les classes moyennes et renvoie les pauvres à la misère. Celle qui oblige à faire avec presque rien dans une société où tout est prévu pour l'abondance. Il n'y aura pas de sobriété, et là je crois qu'il faut faire très attention parce que c'est un nouveau mot qui est utilisé par nos dirigeants. Sobriété, ce serait la ceinture. Il n'y aura pas de sobriété, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, je suis représentant d'un mouvement international présent sur les 5 continents qui s'appelle les Amis de la Terre. La justice sociale, c'est pas simplement à l'intérieur de nos pays qui exploitent les autres pays. La justice sociale, c'est bien sûr à l'intérieur de nos pays, mais entre tous les pays de la planète. Le logement et le réchauffement climatique, déjà, c'est évident, c'est les passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut isoler effectivement des millions de logements
La question, c'est de savoir quels sont les matériaux qu'on va utiliser pour faire ces isolations. Déjà, il y a cette première question. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on utilise beaucoup, c'est du polystyrène avec des enduits par-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on se projette, ça veut dire que dans 20 ans, il faudra retraiter ce polystyrène qui n'est pas du tout bon pour la santé, qui est un produit pétrolier, donc on devrait déjà bannir, et qui vient de Chine ou d'ailleurs. En fait, toujours dit que c'est un produit pétrolier. Ensuite, la question de la construction. En sachant qu'aujourd'hui, on sait construire autrement, ou on sait construire comme avant, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous ici qui ont vu le dessin animé des 3 petits cochons, qui a été amené à la Libération, et qui est un film qui avait un dessin animé qui avait pour but de discréditer tout ce qui était la construction paille. Or aujourd'hui, on construit de plus en plus des maisons en paille, qui sont des habitats réversibles, c'est-à-dire le jour où si vraiment on doit tout démolir, on se retrouve avec de la paille, quoi. Donc le but c'était de promouvoir en fait le béton, le tout béton. Donc ça on en revient. Aujourd'hui on sait à nouveau, en fait on a toujours su construire en argile, en pis-aller. Ça se fait même pour des immeubles. Ensuite on peut construire avec du chanvre, et là c'est très intéressant parce que le chanvre c'est pareil, c'est une culture déjà qu'endémique. Le chanvre était jusqu'au début du siècle dernier très cultivé pour plein de raisons. Parce qu'on peut consommer des graines, on fait de l'huile, on fait de la fibre pour les habits. Et donc on fait aussi pour la construction une fibre qui est unifusée. Donc en fait aujourd'hui on fait une espèce de torchis qui est plus écologique, qui est plus sain pour l'habitat. Et donc l'intérêt du chanvre aussi, c'est que c'est une culture qui pourrait se substituer aujourd'hui, par exemple au maïs, puisqu'en fait, déjà elle consomme très peu d'eau, et ensuite elle n'a pas besoin d'intrants. Alors c'est sûr que c'est pas une culture qui plaît à tout le monde, vous en doutez bien, mais il y a une filière qui est en train de se développer dans le sud-ouest, dans le grand sud-ouest, dans la Nouvelle-Aquitaine. Le problème, c'est que, en fait, comme toutes les filières, tant qu'elle n'est pas vraiment soutenue avec une volonté, et notamment une volonté politique, ben, ça a du mal à se mettre en place. Donc on dit, ben, ça coûte cher. En fait, plus il y aura de gens qui auront recours à ce mode de construction, et donc moins ça coûtera cher. Alors, moi, je suis aussi représentant locataire XL Habitat. Je fais souvent des interventions dans ce sens, mais c'est vrai que même si les élus sont conscients qu'il y a cette filière, que pour certains, ils ont appuyé à sa création, on n'en est pas encore à systématiser en fait des constructions qui sont en fait des constructions plus supportables pour la planète, pour aussi la santé des gens, puisqu'en fait ce sont des habitats qui sont plus sains, et donc pour l'avenir, puisqu'en fait si on utilise ces matériaux, on a une action directement aujourd'hui en relocalisant finalement des productions, donc en créant des emplois, en s'évitant des transports, puisque la matière première on la fabrique sur place. Il y a un autre exemple aussi que beaucoup ont connu. On était une région où on produisait du liège. Dans le liège, on a arrêté de le produire parce qu'à un moment donné, ça a coûté moins cher de le produire au Portugal, où très très vite, on risque de se rendre compte que ça redeviendra rentable de produire du liège dans la région. Et donc, moi, à mon sens, on devrait déjà être en train de planter des chênes de liège. C'est un matériau qui est quand même hautement isolant, isolant du bruit, isolant du froid. Le chêne de liège, en plus, il a un avantage, c'est un des rares arbres qui supporte les incendies, c'est-à-dire que même quand il brûle, en fait, il repousse après. Donc, en fait, si on veut vraiment mettre en place des actions aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup dans les Landes et dans le Grand Sud-Ouest pour remédier quand même à cette aggravation vers laquelle on va très vite arriver. Voilà le lien que vous pouvez faire. Il y a aussi autre chose que je voudrais rajouter aussi, il y a toute une branche de l'habitat qui est l'habitat, ce qu'on appelle l'habitat léger, avec de plus en plus de gens qui habitent dans des lieux alternatifs. Ça va de la yourte, la cabane, ça va en camion. Et là aussi, il y a quand même un grand progrès à faire pour permettre à des gens finalement de choisir des modes d'habitat plus respectueux de l'environnement. Et là, c'est pareil, hein, il y a eu des petites avancées, mais très petites avancées pour permettre en fait des changements au niveau de, comment dire, des lois de l'immobilier, au niveau des communes, permettre de créer des secteurs pour l'habitat léger. Voilà. Et bon, c'était un peu la loi du flot, mais de suite, c'est resté un peu aux oubliettes. Et là, c'est pareil, il y a quand même un grand progrès à faire
pour permettre à des gens de vivre un peu à leur choix et d'une manière beaucoup plus souple, on va dire, pour tout le monde. Voilà. Moi j'habite dans une maison comme ça, en paille, etc. Donc je vous invite à venir voir ce que c'est une maison bioclimatique où on n'a jamais froid dedans et puis quand il fait chaud il fait frais et quand il fait froid il fait chaud. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, ça chauffe. Et avec une petite cheminée, il y a 160 mètres carrés, je crois, ou 150 mètres carrés qui sont chauffés. Merci. Et alors on va vous donner 2-3 infos. Et après, on donne les autres paroles. On fait nos 3 infos et on leur donne la parole. Première info. Vous savez qu'avant, il y avait 2 collections hiver-été dans les habits. Aujourd'hui, Zara, ils en sont à 20 collections par an. Donc, tous les mois, il y a une nouvelle collection. Et bien, du coup, le Bangladesh est en train de se noyer. En fait, beaucoup de gens pensent que le Bangladesh, c'est l'océan qui monte, alors qu'en fait, c'est le delta qui s'enfonce, parce que les rivières sont tellement polluées par l'industrie textile que les gens ne peuvent plus utiliser l'eau des rivières. Donc ils vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques, dans un delta, ce qui fait qu'en fait, comme les nappes phréatiques se vident, le delta s'enfonce et le Bangladesh se noie, commence à être sous l'eau. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais qui en fait, dès l'instant où on n'utilise pas d'habits d'occasion, et où on joue sur évidemment vous ne le jouez pas, hein, mais il faut qu'on passe l'info autour de nous. Parce que oui, des fois, super, on est content, on a acheté un truc neuf, super, mais là, la brocante à main basse, ici, il y a voisinage qui fait des super vêtements, quasi neufs d'ailleurs, qu'à chaque fois on trouve à 1 €, des trucs géniaux. Donc vraiment, si on peut passer le message sur ça. Donc ça, c'est ma première info. Le Bangladesh s'enfonce à cause de nos habits. C'est quand même un petit peu... Il y a quand même 150 millions d'habitants, 160, qui vont devoir se déplacer. Mon info. Alors, c'est petit, je suis désolé. Ça, c'est une carte du monde vivant. Alors, je suis désolé de vous, de vous réduire à beaucoup de choses, mais voilà. Les plantes, au niveau du monde vivant, les plantes, c'est 82% de la masse vivante sur la planète. Ensuite, vous avez 13%, ce sont les bactéries. Vous savez, tous ces petits trucs qui vous filent la gastro, etc. Ça représente 13% de la masse vivante sur la planète. Et tout le reste, ça représente que 5%. Et cette diable d'espèce qui fout la pagaille sur cette planète, c'est 0,01% de la matière vivante sur cette planète. C'est le même chiffre que les hyper riches, ouais. Alors justement, parlons-en des hyper riches. Eh bien, figurez-vous qu'on a publié là, récemment, hein, c'est un rapport d'Oxfam, les 63 milliardaires français émettent autant de gaz à effet de serre que 50% de la population française. Donc on sait où est-ce qu'il faut aller réduire. Alors, les combats contre les jets privés, les combats contre les réunions, parce qu'ils ont inventé Zoom pour qu'on puisse se réunir de loin, mais eux, en général, ça ne les concerne pas, ils se déplacent quand même. Et donc, on se retrouve avec ces milliardaires français. Et qui sont-ils, ces milliardaires français? Le patron de Carrefour, le patron d'Auchan, Bolloré, qui construit tous les ports et tous les ports porte-containers en Afrique, en Asie, avec aucun bénéfice pour la population, des zones franches où les gens où il n'y a pas de cotisation sociale à payer, où les gens ont des salaires délirants, et tous ces porte-containers pour pouvoir extraire les matières premières et ramener les habits qu'on a fabriqués en Chine dans les pays du tiers-monde. Donc on a aussi dedans LVMH, donc les vêtements qui rachètent tout ce qu'ils trouvent autour de lui. On a aussi dans ces milliardaires, bien sûr, les banquiers. Donc là aussi, choisir sa banque, c'est quand même changer de système, même si on n'a qu'une seule pour l'instant. On espère bien que les lois vont changer, mais pour ça, il faut que les lois changent. Or, les lois ne changent que par un vote. Il ne faut pas que le Parlement soit majoritaire dans un sens pour qu'on puisse changer des lois. Et du coup, ça donne, chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le monde que vous voulez aussi. Et ça, il faudrait vraiment qu'on passe le message. J'ai fini mon... Alors, je continue. Ces différents graphiques, ils sont tirés d'un article qui est sur le site des Amis de la Terre des Landes. Donc, depuis, en gros, l'avènement de la société industrielle, les humains, vous savez, ce petit point, ce 0,01% de la masse vivante, a détruit 80% des mammifères
80% des mammifères marins, 50% de la masse végétale sur la planète et 15% des poissons. C'est pas mal quand même, hein? On est efficace. Alors moi je reviens un peu sur la même chose, hein. L'argent, parce qu'on nous dit tout le temps on n'a pas les moyens de faire cette bifurcation, ça coûte trop cher. Bon, on a vu que dès qu'il y a un virus, il n'y a plus rien qui coûte cher et qu'on peut le faire. Et là du coup, l'argent existe, mais où est-il? Je ne sais pas si vous avez pris la peine de regarder l'augmentation des dividendes depuis 1 an des actionnaires des multinationales. Mais sauf que ces multinationales, elles n'existent que parce qu'on achète chez eux, quoi. Donc pour beaucoup de choses, on aurait du choix. Et donc les dividendes aux actionnaires, l'ISF supprimé, évidemment, ça c'est un détail, et l'évasion fiscale. Pareil, la fraude fiscale, donc ça c'est le chiffre qui est là. La fraude fiscale, c'est le gros rond. Or, qu'est-ce qu'on entend constamment dans les médias? La fraude à Pôle emploi par les chômeurs, la fraude aux aides sociales, aux allocations, etc. Et la fraude aux allocations, donc le petit point là, le petit point en bas à gauche, c'est-à-dire dérisoire, on n'arrive même pas à le voir tellement la fraude fiscale le couvre. La fraude fiscale, comment on lutte contre? En ayant des fonctionnaires qui font des contrôles. Ben, dès qu'on n'a plus de fonctionnaires, on n'a plus de contrôle nulle part. C'est ce qui se passe pour Bolloré dans tous les pays d'Afrique par exemple. Il n'y a pas de fonctionnaires pour contrôler les zones franches. Ben, du coup, toutes les conditions de travail ne sont pas respectées. Comme les humains ont quand même à peu près tué ou exterminé tout ce qui existait sur la planète, ils compensent. Aujourd'hui, 60% des mammifères qui vivent sur cette planète sont des animaux d'élevage, essentiellement des porcs ou des bœufs ou des vaches laitières. Les humains représentent 36% et la faune sauvage ne représente plus que 4%. Sur le nombre de mammifères qui vivent sur cette planète, il n'y a plus que 4% qui sont des animaux sauvages. Et lorsqu'on passe au niveau des oiseaux, eh bien là, on a 70% des oiseaux qui vivent sur notre planète qui sont des animaux d'élevage. Alors, poulets, canards, etc., etc. Et il n'y a plus que 30% des oiseaux qui vivent sur cette planète qui sont des animaux sauvages. Donc le dernier, pour moi, quand on a deux, je crois encore. Le dernier pour moi c'était le Bangladesh, donc je suis OK. Le dernier pour moi, les services publics, c'est vraiment quelque chose qui est, pour lequel on peut lutter, puisque normalement les services publics, ce sont les nôtres. Jusqu'à nouvel ordre, c'est nous, le public. Donc on est censé être les organisateurs du service public. Et comme on disait tout à l'heure, il a été très facile de sanctionner les milliardaires russes. Pourquoi ne peut-on pas faire la même chose, comme disait Emmanuel? Sortons-les de Switch et on va se récupérer notre argent. Voilà. Donc en fait, la lutte pour les services publics, là pour le coup, il faut voter pour les services publics, il faut faire un vote qui va remettre des services publics, surtout que les services publics sont évidemment moins producteurs de pollution, sauf quand on veut se faire une LGV pour gagner 25 minutes depuis Paris et fermer toutes les gares sur la route. Donc là aussi, la lutte contre la LGV, je pense qu'on doit avoir des gens qui devraient être là pour ça. Si j'ai insisté sur les 3 panneaux précédents, c'est pour expliquer quand même le bilan catastrophique de l'action humaine sur la planète. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter que le moindre centimètre carré soit foutu en l'air pour une LGV, pour une vague à casse-tête, ou qu'on détruise une pinède à Mimizan, ou qu'on foute le golf. Enfin, la liste est assez grande, ou qu'on détruise une zone humide au Pape pour mettre un immense entrepôt. On ne peut plus accepter qu'il y ait encore un centimètre carré de nature qui soit détruit. Aujourd'hui, on doit faire l'inverse. Alors, je vais vous donner un autre chiffre. C'est le coût du gaspillage alimentaire. Le coût du gaspillage alimentaire par an
dans l'Union européenne, je crois que c'était en 2018, c'est 88 000 tonnes. Millions, pardon. Oui, 88 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés. Or, bien sûr, ces 88 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés, ça favorise l'agrobusiness, ça favorise, quand on nous parle de souveraineté alimentaire, c'est par là qu'il faut commencer. Et le coût de ce gaspillage alimentaire par an est équivalent au budget global de l'Union européenne, soit un peu plus de 140 milliards d'euros. Et je termine avec mon dernier panneau. Voilà le dernier panneau. Ça, c'est le monde de centaines de milliers de personnes dans le monde. Il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui sont à plus d'une journée de marche de la première route goudronnée. Et ici, on a une bande de guignols qui va le faire passer un train à 300 km/h. Où sont les priorités de cette planète? On a une bande de guignols qui a construit une autoroute inutile dans l'est du département pour aller plus vite de Bordeaux à Pau. Et c'est avec cette hyper-mobilité qui est la nôtre que l'on fout les climats en l'air et que l'on voit cette femme ici faire des kilomètres pour trouver quelques bouts de bois pour avoir un peu d'énergie pour faire sa cuisine. Notre hyper-mobilité n'est pas un droit, n'est pas une liberté, c'est un privilège à abolir. Et on n'a pas parlé de l'eau. Il est prévu, ils en parlaient sur France Inter l'autre jour, si on passe à 2 degrés, 3 milliards de personnes n'auront plus d'eau potable. Donc il faut vraiment qu'on aille vite, parce que l'eau, ça va être évidemment la prochaine guerre. Là, c'est l'uranium pour avoir du nucléaire, mais après, ce sera l'eau. Alors, nous allons maintenant passer la parole à GNSA. Bonjour à tous. Donc, le groupe national de surveillance des arbres s'est installé au niveau du Pays landais. Nous sommes une association toute jeune qui a à peu près 1 an. Et aujourd'hui, on va vous parler des grands projets un petit peu inutiles qui souhaitent s'installer sur le secteur landais. Les terres landaises sont quand même une terre promise pour tout ce qui est grands projets inutiles. Et là, on en a un, donc c'est la LGV, donc ligne à grande vitesse, qui viendrait nous ramener une nouvelle ligne, au détriment des lignes existantes. Donc pour le coup, on est sur une destruction massive d'un patrimoine végétal, à peu près 6300 hectares, donc c'est quand même énorme. Il faut aujourd'hui se poser les bonnes questions sur la notion du temps que l'on met pour aller à Paris, du temps que l'on met aujourd'hui, et savoir exactement ce dont on a réellement besoin pour les générations futures. Donc j'invite un petit peu, la problématique que nous avons sur le territoire landais, c'est de pouvoir fédérer. Il faut aujourd'hui, que ce soit au niveau des citoyens, mais au niveau des associations aussi, prêcher la bonne parole, essayer de s'unir ensemble. Et cette information que je vous transmets aujourd'hui sur la réunion publique qui aura lieu le vendredi 18 à 18h à Cabreton, il va falloir que vous passiez l'information à vos voisins, auprès de votre entreprise. Il faut qu'aujourd'hui on puisse s'unir ensemble. Déjà dans un premier temps pour vous informer, que vous soyez informés de ce projet et derrière que vous puissiez aussi vous lancer une information. On a des projets qui sont très destructeurs sur les Landes. La LGV, il faut savoir que c'est une vraie problématique sur notre territoire par rapport au foncier, ne serait-ce qu'au foncier. C'est quelque chose qui va fermer nos gares, mais qui pour le coup servira aux grandes métropoles. Ça risque de générer une grosse déforestation sur notre secteur pour le projet de construction immobilière, souvent pour de la résidence secondaire. Donc il faut vraiment aujourd'hui s'intéresser à ces projets sur notre territoire. Il n'y en a pas qu'un. On a la LGV, on a aussi un câble RTE sur notre secteur, on a aussi des gros programmes de photovoltaïque qui souhaitent s'installer sur nos forêts ou nos terres agricoles. À un moment donné, il faut vraiment essayer de s'intéresser à ces projets. Donc je vous invite, vous avez l'information, Cabreton, vendredi 18h, venez vous informer, pour ou contre.
Il faut vraiment chercher les informations et essayer de s'unir. Et le 1er avril à 19h à Hossegor. Voilà, merci à vous. Oui, les panneaux solaires, très bien les panneaux solaires, effectivement, si on réduit notre consommation, on peut, mais pas sur les zones humides, pas sur les terres agricoles, sur les toits. Enfin, ils sont faits pour être là, il y a des zones tout à fait, tous les dessus de parking, c'est là qu'il faut mettre des panneaux solaires, pas aller les poser dans des zones forestières. Bonjour. Alors on va vous parler de surf, mais de surf artificiel. Donc à Cassetts, à une demi-heure d'ici, il y a un projet qui est en préparation depuis maintenant, je crois, 5-6 ans. Un projet indécent, criminel pour l'environnement. C'est une vague artificielle. Le projet en question, en fait, c'est de refaire l'océan, mais au bord de l'autoroute, au bord d'une usine Seveso, avec 3 sites hauts, au bord de l'autoroute pour que les gens s'arrêtent et de faire un océan privé. Le projet de Cassetts, c'est le défrichement de 20 hectares de forêt, 2 parcelles de 10 hectares, reliées par une zone Natura 2000. Enfin, la pauvre, elle n'a pas demandé à relier, mais elle est entre les deux. Un petit train électrique est prévu sur la zone Natura 2000 pour relier ces deux zones. La première, donc, c'est un surf park. Alors, c'est quoi un surf park? C'est une grosse bassine en plastique. Il faut défricher, faire du béton, mettre du plastique dessus et mettre l'équivalent de 120 piscines olympiques d'eau chaque année sur cette bassine. Eau qui va s'évaporer. Ce qui ne sera pas évaporé va être épandu gentiment dans le sol autour, atterrir en partie dans un petit ruisseau qui lui se jette dans le lac de Léon par ses affluents divers et variés. Donc voilà, donc c'est un projet. Alors je vais vous donner quelques chiffres, j'ai commencé. Donc 20 hectares de forêt, on bétonne, on artificialise. Il y a des espèces protégées là-bas qui seront aussi perturbées. La quantité d'énergie, donc c'est à peu près 2 fois la consommation annuelle de Cassetts pour générer ces vagues. L'eau, je vous l'ai dit, alors c'est de l'eau publique. 120 piscines olympiques, ça fait à peu près 300 000 mètres cubes d'eau par an. C'est 4 fois la consommation annuelle de Cassetts. Et à Cassetts, il faut savoir qu'il y a 1/3 des habitants qui ne sont pas raccordés à l'eau potable publique. Voilà. Ce projet, non seulement il est indécent, il est criminel pour l'environnement, c'est aussi une aberration économique et antisociale. Pour surfer sur ces vagues, il faudra environ débourser 60 € de l'heure. Ça fait à peu près 5 € la vague. 4 à 5 € la vague pour aller surfer sur ces surfparks. On a ces chiffres d'après d'autres surfparks qui sont installés dans le monde. Je précise, dans cette communauté de communes qui s'appelle Côte-Land Nature, il n'y a pas une seule piscine municipale. Donc nos gamins ne peuvent pas, dans cette communauté de communes, les gens ne peuvent pas aller à la piscine. Par contre, là, on leur propose un équivalent de 120 piscines olympiques, mais payant. Alors évidemment, il y a les emplois. Le maire de Cassetts, M. Mouel, dit, vous vous rendez compte, ça fait des emplois. Oui, mais ce sont des emplois précaires, ça sera surtout l'été. Ce ne sera pas des emplois forcément pérennes et ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà. Et des nuisances certaines pour la population de Cassetts. Voilà. Il faut savoir que tous les projets de ce type de surf park ont été abandonnés en France. Ils ont poussé un peu partout ces projets. Là, le système qui est prévu à Cassetts, c'est basé sur la technologie Wave Garden. C'est une boîte qui est à côté de Bilbao, Pays Basque espagnol. Et donc tous ces projets ont été abandonnés. Le seul qui résiste pour l'instant, c'est le projet de Cassetts. Les surfeurs ne sont pas d'accord sur ce projet aussi. Alors les surfeurs ne sont pas d'accord. Donc j'ai là des amis donc, de Surfrider. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine de collectifs, d'associations qui sont engagés contre ce projet. Alors je vais les citer très rapidement. Amis de la Terre, Attackland, BC qui nous a aidé longtemps, le collectif des associations de défense de l'environnement de Pays Basque et de Sud-des-Landes, le CAD, le collectif Land d'urgence climat-environnement, le collectif des surfeurs du Born, le collectif des surfeurs landais, France Nature Environnement, Land Environnement Attitude, Rame pour ta planète,
Surfrider Foundation et toutes les déclinaisons Surfrider, Pays Basque, Landes, Gironde, etc. Et Urgence Climaland, donc plein de gens qui sont là. Et puis j'ai vu qu'il y a aussi d'autres collectifs qui sont ici. Je vois Pick It Up 40 qui nous relaie, la personne qui vient de parler là des arbres. Donc ça serait bien qu'on discute après aussi parce qu'on cherche des collectifs pour s'associer à la démarche. On a une page Facebook qui s'appelle Non au surfpark de Cassetts. Donc je vous conseille d'aller sur cette page. On met régulièrement des informations. On a aussi une pétition sur change.org qui s'appelle Non au surfpark de Cassetts. Voilà, et on sera là. Oui. Non, les terrains sont promis à la vente. Oui. Le terrain est promis à la vente, le premier terrain pour le surfpark. Et pour le surfcamp, il n'a pas encore été vendu. Ouais. On s'y emploie. Voilà. Oui, simplement vous dire qu'au niveau, j'allais dire philosophique, le surfpark est une absurdité. Moi, je surfe depuis près de 35 ans dans les Landes et à la Benne exactement. Et le surf a toujours été un sport qui me permettait de penser que je restais en contact avec les éléments, que j'assistais à l'évolution de la dune et de la plage, que je connaissais le coefficient de marée, que je savais quand la dépression qui vient d'Islande allait nous atterrir sur la tête ou allait passer plus au nord. Bref, une connaissance un peu plus affinée, un peu plus sensible, j'allais dire presque sensuelle de la météo. Et on aura bien compris que toutes ces infrastructures nous amènent à l'opposé d'un contact avec la nature, et pour ça il faut lutter. J'en profite aussi pour rajouter que, à l'initiative du chanteur Tom Frager que vous connaissez tous, elle est dans ma tête. Bref, vous avez tous en tête ce refrain. Demain à 15h aux Estagnots est organisé un ramassage de déchets. Alors on se doute bien qu'avec nos petites mains on ne ramassera pas tout le plastique qu'il y a dans l'océan, mais c'est pour sensibiliser le public. Donc vous êtes tous conviés demain à 15h aux Estagnots pour ramasser toutes les cochonneries que la dernière crue ou les autres crues qui arriveront vont nous ramener, parce qu'il ne faut pas oublier que les déchets qui sont sur la plage, elles arrivent dans le dos. On se doute bien que ce n'est pas tous les marins qui utilisent les cotons-tiges qu'on retrouve sur la plage. Ce serait trop facile. Elles viennent des Gaves, elles viennent de l'Adour, elles viennent du Béarn et elles nous arrivent directement à nos pieds quand on pose nos serviettes sur la plage. Donc venez nombreux demain, on vous attend à 15h et je vous en prie, faites du bruit pour l'océan. L'océan dont on rappelle qu'il constitue 60% de l'oxygène que nous respirons. C'est plus que les forêts. Et là actuellement on est vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu les informations qu'on est en train de préparer les guerres dans les abysses, parce qu'au fond des océans il y a les câbles internet, donc évidemment il faut aller protéger les câbles internet, puisque tous les câbles, 99% de nos communications internet passent sous l'océan, des câbles qu'on met là, et on va maintenant faire des guerres pour aller se couper internet sous les océans, plus là, dans les abysses où les Français n'étaient pas encore assez puissants dans les abysses, alors on va augmenter notre armée pour aller faire la guerre dans les abysses. Donc ça aussi, on en arrive à des aberrations phénoménales, on n'a même pas encore découvert ce qu'il y a dans les abysses et on est déjà en train de tout ravager, comme la forêt amazonienne. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là, ben voilà, on essaie de faire passer le message. Il n'y en a plus pour les combats locaux, ou des gens qui sont déjà des bons bifurqués, qui voudraient faire passer leur info. Les brocantes, parce qu'on a parlé des habits, mais parlons aussi de tous nos appareils électroménagers. À la brocante à main basse, vous trouvez tout ce que vous voulez. C'est même plus la peine de rentrer dans un supermarché. Bon, alors il paraît qu'un autre monde est possible, mais une autre agriculture est possible aussi. Donc le problème dans les Landes, c'est qu'il y a 80% de maïs au niveau de la SAU. Voilà. Donc au niveau de la biodiversité, nous sommes un des derniers départements. Un peu comme la Beauce, sauf que la Beauce, c'est pas la même terre. Donc le problème, c'est la petite agriculture. C'est-à-dire la petite agriculture, c'est sans doute l'avenir. 70% de la ressource mondiale, c'est des petits paysans. Ce que disait Gandhi, il disait, de toute façon, on peut nourrir 10 milliards d'individus avec de l'agriculture paysanne et de l'agriculture biologique. Mais l'avidité de quelques-uns, c'est impossible.
Voilà. Le vrai problème, c'est que la petite agriculture n'a pas de visibilité. L'agriculture paysanne n'a pas de visibilité au niveau du grand public. C'est-à-dire qu'elle est... C'est pourtant l'avenir. C'est pourtant la solution pour nourrir, nourrir les gens. Et il y a des modèles. Et les modèles fonctionnent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, Sébastien était venu me voir et puis vu qu'il y a très longtemps qu'il n'a pas parlé, du coup il préfère que je parle à sa place. T'es sûr? Bon bah bonjour à tous. Il se passe que depuis peu, moi j'ai eu un logement HLM et grâce à main basse, la brocante Solidarité, je me suis relogé, remeublé complètement pour peu. Alors si vous voulez aller faire un tour, c'est très simple. C'est sur main basse et vous avez des meubles, comme vous avez des vêtements, des jouets pour enfants, vous avez de tout. Alors allez-y. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi maintenant je crois. Et 9h à 18h, samedi et un premier dimanche du mois aussi où il y a des ateliers, des trucs comme ça. Il y a le secours populaire. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que là la brocante ils ont démarré l'année dernière et il y a déjà 4 employés. C'est-à-dire il y a déjà 4 personnes qui ont trouvé du boulot parce qu'on va consommer là-bas. Puisque les gens donnent et après évidemment nous on rachète. Et ça peut être, c'est complètement hyper humain, enfin rien à voir avec un supermarché quoi. C'est hyper convivial, voilà. Il y a Phil à Dax aussi, donc vraiment il y en a de plus en plus d'emplois et c'est l'avenir de la consommation. Je vais reprendre un petit peu le micro. Donc on est tous réunis ici par cette belle journée là de samedi en tant que différents collectifs de citoyens. J'interviens au niveau de la CGT. J'interpelle en fait aussi les salariés que nous sommes tous à différents niveaux. Et effectivement, de toute façon, la bifurcation écologique ne se fera pas sans bifurcation sociale. Et il faut se saisir de tous les moments où on peut intervenir sur la scène. Les capitalistes ne renonceront jamais à leur violence, qu'elle soit sociale, qu'elle se traduise par la guerre capitaliste aujourd'hui en Ukraine et dans plein d'autres pays dans le monde. Mais notre force ici au niveau local, c'est de pouvoir se saisir des mouvements citoyens, mais également des mouvements salariés qui sont coordonnés par les syndicats. Je vous rappelle donc la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes il y a quelques jours. Dans 5 jours, le 17, donc il y a un appel interprofessionnel au niveau national pour se saisir de ces journées de grève, pour revendiquer des salaires et la justice sociale et pour appeler à la paix contre la guerre capitaliste qui a lieu et qui organise une partie de nos vies à travers une production complètement asservie par les dividendes qui sont les seuls objectifs de ces capitalistes dont on a d'illustres représentants ici dans notre pays à travers le gouvernement qui ne fera pas autre chose que de continuer à détruire notre planète et nos vies. Pour mémoire, Adolphe Thiers, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, au 19e siècle, c'est le massacreur de la Commune. Il intervient à l'Assemblée nationale en 1850, figurez-vous, pour vous dire que le capitalisme est normal, la pauvreté est normale et la solidarité est également normale. Mais attention, une solidarité au compte-gouttes, c'est quand je veux. Si le pauvre qui se balade là vient réclamer quelque chose, il va changer de statut. Thiers le dit, Macron le dit. Ce pauvre qui réclame plus de salaire, des meilleures conditions de vie, il arrête d'être un pauvre, il devient un malfaiteur. On peut lui taper dessus. Si vous voulez, je vais vous faire la petite lecture de sa déclaration. Ainsi, à côté de la précarité, condition inévitable des travailleurs, se trouve replacée la solidarité, disait Thiers, en 1850, aux députés de l'Assemblée nationale. Mais attention, le travailleur précaire que nous rencontrons sur notre chemin, qui touche notre cœur, dont la vue nous arrache un sacrifice, n'a cependant pas le droit de nous forcer à le secourir. S'il voulait nous contraindre à venir à son secours, nous extorquer ce que nous sommes portés à lui donner, ce ne serait plus un être sacré, ce serait un malfaiteur. Macron nous éborgne pendant les manifestations. Voilà ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes et ce qu'il continue à détruire
chacun d'entre nous au niveau social et au niveau de la vie tout court et notre planète également. Donc je vous appelle aussi, et vous le savez de toute façon tous, en tant que salariés, actifs, retraités, jeunes ou pas jeunes, etc., femmes, hommes, de vous saisir également, je sais que vous ayez essayé de le faire dans la mesure du possible, de ces journées interprofessionnelles. Jeudi prochain, le 17, ici dans les Landes, nous nous réunissons à Mont-de-Marsan à 10h30 sur la place de la mairie. Et là, on a encore deux petites interventions. Vous êtes en train de prendre la vitamine D nécessaire pour la vague Covid qu'on nous réannonce là. Donc prenez bien parce qu'il va falloir vous défendre dans les jours qui viennent. Vous avez encore un petit peu de soleil à prendre. Et bravo à eux, hein. Moi je... Bien, bonjour, je vais vous reparler un petit peu d'eau. Alors, dans les Landes, on a un petit souci, c'est qu'on est addict à la culture du maïs, et le maïs nous pollue l'eau potable. Je vous rappelle quand même qu'on a eu des actions ici sur le coin avec Orist, qui est relativement pollué. Alors non seulement on a des nappes phréatiques polluées, mais on va chercher l'eau de plus en plus profond. On était à 30, 40, 50 mètres, maintenant on passe à 70, 80, il y a des endroits où on est à 150. À Dax, on vient de faire un forage à 700 mètres, donc on va la chercher de plus en plus profond. Et plus on va profond, bien entendu, plus elle est propre, mais plus elle se remplit lentement. Et le GIEC nous informe qu'on va avoir des problèmes de conflit d'intérêts avec l'eau. Et l'eau, l'agriculture, on a un petit souci. Vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup à la télé des carburants pas chers et des carburants, des agrocarburants, qui sont faits à partir de l'éthanol. Bon, c'est bien. Alors, on est à la pointe ici dans le coin, on a une société qui s'appelle, ou qui s'appelait Abengoa, qui est à Lac, qui fabrique de l'éthanol. La moitié de l'éthanol français qui est produit va servir comme carburant. Alors Abengoa produit à peu près 0,2-0,3% du carburant français. Donc vous la fermez, il n'y a pas de problème, vous n'aurez aucun souci sur les carburants. Seulement pour produire ces 0,2-0,3% de carburant, elle utilise 200 000 tonnes de maïs par an. 200 000 tonnes de maïs, c'est l'équivalent du 5e de la production landaise, le département des Landes étant le premier département maïsicole en France. Mais il y a mieux, c'est que pour irriguer ce maïs en 5-6 semaines, au moment où les niveaux d'eau sont les plus bas, on va utiliser, pour ces 200 000 tonnes de maïs, la même quantité d'eau qu'utilise la communauté urbaine de Bordeaux en un an. Imaginez ce qui va se passer si on passe à 2% ou à 20% de biocarburant. Voilà aussi la réalité de l'industrialisation de l'agriculture et des pollutions liées aux pesticides qui sont répandus dans nos champs. Voilà, c'est tout. Nous avons parlé de l'océan, nous avons parlé de la terre, mais nous n'avons pas parlé des forêts. Dans quelques jours, ce sera la journée internationale des forêts, le 21 mars, et c'est un élément essentiel pour la lutte contre le dérèglement climatique. Malheureusement, dans notre département, il existe une sylviculture industrielle de plantation d'arbres qui est complètement inadaptée à l'avenir de nos forêts. Comme vous savez, un arbre met très longtemps à pousser, et donc c'est vraiment un combat essentiel aussi, c'est permettre à nos forêts de pouvoir perdurer dans le temps. Donc une nouvelle sylviculture, une sylviculture qui protège les sols, une sylviculture qui mélange des arbres, une sylviculture qui mélange des essences pour les rendre plus résilients. Par exemple, vous pourrez voir sur la côte, vous avez le chêne-liège. Le chêne-liège et le pin maritime se protègent mutuellement. Donc toutes ces solutions fondées sur la nature sont complètement poussées du bras, que ce soit par l'agro-industrie, par la sylviculture industrielle, parce que ça ne leur rapporte pas. Et quand même, il faut voir que ce soit par rapport aux préparations naturelles peu préoccupantes, que ce soit par rapport à la sylviculture naturelle. Ce qui les dérange, c'est qu'ils perdent de l'argent. Et nous, en tant que citoyens, ce qui nous dérange, c'est qu'ils ne prennent pas en compte
l'avenir de nos forêts, l'avenir de notre climat. Donc je ne ferai pas trop long, parce qu'on a beaucoup parlé, mais à savoir quand même au niveau de notre biorégion, notre région Nouvelle-Aquitaine, on peut préserver 6 à 8 degrés de moins de température en gardant un couvert forestier suffisant. Alors si on veut se retrouver avec le désert qui monte, continuons à couper des arbres pour mettre des centrales photovoltaïques de 2000 hectares. Donc on voit bien de toute façon toute ce côté pyramidal, ce côté pharaonique, que ce soit la LGV, les A65, les méga projets, ne sont plus les projets qu'il nous faut maintenant et pour le futur. Je n'avais pas prévu de parler du tout. À la suite de l'histoire des forêts, enfin des arbres, il faut que vous sachiez qu'il y a un énorme projet qui s'appelle Florian, la méga scierie multinationale capitaliste en France, qui cherche à détruire, à exploiter tous les feuillus de tout le Piémont pyrénéen. Alors on est directement impacté au sud de Pau avec le Bagé, les jolies forêts d'Aspe, mais sur l'Admezan c'est beaucoup plus grave encore et ils ont déjà attaqué en Ariège. Donc c'est un truc qui est quand même local. Excusez-moi, c'était pas... Donc l'entreprise Florian, c'est ça que tu as dit? Florian à côté de Pau, on peut chercher quelque part l'info? Il faut chercher sur Touche pas à ma forêt, c'est le meilleur site pour vous renseigner. Ok, touche pas à ma forêt. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de retourner aux arènes pour aller diffuser aux voitures qui attendent au feu rouge. On ne tracte que les voitures arrêtées, c'est la consigne de la gendarmerie. Et au feu rouge là-bas, puisqu'on a 4 feux rouges où on peut aller leur tracter aux gens et parler aux gens au feu rouge avec tous les documents, que ce soit Urgence Climaland, sur comment consommer autrement, celui que j'ai à la main, que ce soit sur comment voter, etc. Donc on va, il y en a je pense qui ont déjà dû repartir par là-bas, donc on reprend la route vers les arènes. Bravo!